Chapitre 1. L'homme derrière le masque. Vincent Arlot ajusta sa cravate en soie italienne devant le miroir, étudiant les lignes altérées de son visage. À 52 ans, il conserve toujours le physique d'un homme qui refuse de s'abandonner au temps. Ses cheveux poivre et sel étaient méticuleusement coiffés, sa posture parfaite, chaque détail contrôlé, comme tout le reste de sa vie. Aujourd'hui, c'était le jour du mariage de sa fille Mélissa. L'événement lui coûterait près d'un demi-million de dollars. Mais Vincent ne se souciait pas de l'argent. Ce qui lui tenait à cœur, c'était le respect, la loyauté et la famille. 3 choses qu'il appréciait par-dessus tout. « Tu es presque prêt, Vince ?» La voix de sa femme Diane s'est infiltrée à travers la porte de la chambre. « Les voitures seront là dans 20 minutes. »« Presque, » répondit-il, sa voix portant la confiance douce qui était devenue sa marque de fabrique. Vincent n'a pas toujours été Vincent Arlot, homme d'affaires respecté et pilier de la communauté. Il y a 30 ans, il était Vinnie Arcand, le plus jeune homme de main de la famille Calibri dans le sud de Boston. Un homme capable de résoudre les problèmes avec une efficacité discrète, sans laisser de témoins et avec moins de questions. Il avait été bon dans ce qu'il faisait, trop bon. Et lorsqu'il avait voulu s'en aller, Salvatore Calibri lui avait fait une offre insolite. Prenez l'argent de leur dernier travail, changez d'identité et disparaissez pour toujours. La seule condition de Salvatore. Si jamais j'ai besoin de toi, tu réponds à mon appel. Vincent avait accepté l'accord, déménagé en Arizona, créé à partir de rien une société de conseil en sécurité prospère et rencontré Diane Lell, une superbe rousse dont l'ambition était à la hauteur de la sienne. Il s'était marié rapidement, avait eu 2 enfants, Mélissa et Timothy, et pendant 28 ans, Vincent avait vécu sa vie soigneusement construite sans un seul appel de Boston. Tout en remettant ses boutons de manchette en platine, Vincent se souvint des photographies qu'il avait reçues 6 mois auparavant, anonymes, livrées dans une simple enveloppe en papier craft à son bureau privé. Photos de Diane et Larry Donovan, son supposé ami et partenaire commercial, dans des positions compromettantes, des dates estampillées dans les coins remontant à 5 ans. La plupart des hommes auraient immédiatement confronté leurs femmes. Vincent n'était pas la plupart des hommes. Il a passé 20 ans à enseigner aux entreprises comment identifier les vulnérabilités, surveiller les menaces et neutraliser les problèmes avant qu'ils ne se transforment en crise. Il applique désormais ces mêmes compétences à sa vie personnelle. Il engagea des enquêteurs discrets, mit en place une surveillance et collecta des informations avec une froide précision. Ce qu'il a découvert était pire qu'une simple liaison. Diane et Larry manipulaient systématiquement les investissements de Vincent, l'isolant de certains cercles sociaux et se préparant à le détruire. Ils avaient impliqué son fils Timothy, qui n'aimait pas la discipline stricte de son père et qui s'efforçait également de retourner Mélissa contre lui. Leur plan, tel que Vincent l'avait reconstitué, était d'une élégance écœurante. Une accusation publique lors du mariage de Mélissa, des révélations sur Vinnie Arcand et son passé, la ruine financière et la destruction sociale. Mais ils avaient sous-estimé à qui ils avaient affaire. Depuis 6 mois, Vincent avait mis en œuvre sa contre-stratégie avec une précision chirurgicale. Il avait déplacé des actifs, rassemblé des preuves, trouvé des alliés et mis en place un réseau complexe d'éventualités, tout en prétendant qu'il ne se doutait de rien. Il vérifia sa montre. Aujourd'hui, c'était le jour où ils avaient prévu de le détruire. Mais Vincent avait toujours préféré l'offensive à la défense. En glissant la petite télécommande dans la poche de sa veste, il s'autorisa un rare sourire. « Que les jeux commencent » murmura-t-il à son reflet. Chapitre 2. La toile familiale. Mélissa Arlot se tenait dans la suite nuptiale du Grand Sonoran Resort, entourée de demoiselles d'honneur s'affairant autour de sa robe ivoire. À 26 ans, elle était l'image parfaite de sa mère. Même cheveux au burn, même très délicat, mais avec les yeux gris pénétrants de son père. Elle aperçut son reflet et retint ses larmes. Pas des larmes de joie, mais d'appréhension face à ce qui allait se passer dans les heures à venir. Il y a 3 mois, sa mère lui avait montré des preuves de la vraie nature de son père. Des coupures de journaux sur Vinnie Arcand, un homme de main violent, des relevés bancaires montrant de mystérieux comptes offshore, le plus troublant, des photos de son père rencontrant des personnalités criminelles connues l'année dernière. « Il n'est pas celui que vous pensez, Mélissa » avait dit Diane, la voix tremblante d'émotion. « Il vit dans le mensonge et il nous met tous en danger. » Le lendemain, il a déposé le dossier sur son bureau et lui a posé une question simple. « Est-ce vrai ?» Vincent avait regardé le dossier, puis sa fille, avec une expression illisible, mais pas de la manière qu'on essaie de vous faire croire.
Pendant les 2 heures qui ont suivi, il lui a dit la vérité sur son passé, oui, mais aussi sur la trahison de sa mère, sur le pourquoi de la manipulation. Tu me dis ça? Elle avait demandé parce que tu es venu me voir en premier, a-t-il répondu simplement. Vous m'avez donné l'occasion de m'expliquer. Cela signifie quelque chose pour moi, Mélissa. Il n'avait pas demandé son aide. Je n'avais pas essayé de la retourner contre sa mère. Il avait simplement exposé les faits et lui avait dit de prendre sa propre décision. Lorsqu'il révéla son contre-plan, le piège complexe qu'il avait tendu, Mélissa fut à la fois terrifiée et impressionnée par sa pensée méthodique. Ils ne vous le pardonneront jamais, avait-elle prévenu. Je ne cherche pas le pardon, avait-il répondu, les yeux froids. Je donne des conséquences. Alors que le jour de son mariage avançait, Mélissa jouait son rôle. Elle souriait pour les photos, remerciait les invités et faisait comme si tout était normal. Mais son estomac se tordait d'anxiété. De l'autre côté de la station, son frère Timothy accueillait les invités avec le charme qu'il avait hérité de leur mère. À 24 ans, Tim a toujours été rebelle, se heurtant aux attentes strictes de leur père. Lorsque Diane l'avait approché pour lui révéler la vérité sur Vincent, Tim s'était empressé de se joindre à leur conspiration. Ce qu'aucun d'entre eux n'avait réalisé, c'est que Vincent avait installé un logiciel de surveillance sur tous les appareils il y a des mois. Il avait des enregistrements de chaque conversation, de chaque plan, de chaque trahison, et depuis, il déplaçait tranquillement les pièces sur l'échiquier. Alors que la demoiselle d'honneur de Mélissa l'aidait à ajuster son voile, son téléphone sonna avec un SMS de son père. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, rappelez-vous que vous avez choisi la vérité plutôt que le confort. Je suis fier de toi. Elle prit une profonde inspiration et se prépara à marcher dans l'allée, sachant que la cérémonie de mariage n'était que le premier acte d'un spectacle beaucoup plus sombre. Chapitre 3. Le premier pas. La cérémonie de mariage s'est terminée sans incident. Vincent a regardé avec une attention calculée sa fille et son nouveau gendre, Bradley Foster, un jeune homme honnête, heureusement non impliqué dans le complot, échanger leurs vœux sous une tonnelle fleurie face aux montagnes du désert. Au premier rang, Diane s'essuyait les yeux avec un mouchoir monogrammé, image parfaite de la joie d'une mère. À côté d'elle était assis sa sœur Pamela Johnston et le mari de Pamela, George, tous deux des pions involontaires dans le jeu en cours. Larry Donovan se tenait parmi les garçons d'honneur, après s'être infiltré dans la fête de mariage en tant qu'ami de la famille. Sa femme Patricia était assise dans le public, inconsciente de la trahison de son mari. Vincent notait la position de chaque joueur avec l'appréciation froide d'un maître d'échecs. La cérémonie consistait simplement à positionner les pièces sur le plateau. La réception commencerait le vrai jeu. Alors que les invités se dirigeaient vers la grande salle de bal pour la réception, Vincent circulait parmi les invités, jouant le rôle du père fier et généreux. Il a serré la main, accepté les félicitations et a maintenu une façade de normalité tout en surveillant les signaux subtils de son équipe de sécurité stationnée dans tout le lieu. Roland Mercé, l'associé le plus fiable de Vincent et la seule personne, avec Mélissa, à connaître toute l'étendue de son plan, s'est approché avec un verre de bourbon. « Tout est en place, » murmura Roland. « Nos amis de Chicago sont arrivés, » acquiesça imperceptiblement Vincent, « et notre connexion de Boston en position, attendant votre signal. » « Bien. » Vincent but une gorgée de son verre. « Assurez-vous que l'équipe technique est prête. Lorsque cela commencera, le timing sera primordial. » Au fur et à mesure que la réception avançait, Vincent a prononcé le discours du père de la mariée avec une émotion exercée, portant un toast aux jeunes mariés et suscitant des rires reconnaissants de la part des invités. Personne n'aurait soupçonné la rage calculée qui se cachait derrière son extérieur cordial. Vint ensuite la danse père-fille. Alors que Vincent et Mélissa se déplaçaient sur le sol pour ressembler à vous ce soir, elle se pencha près de son oreille. « Je suis désolé pour ce qui se passe ensuite, papa, » murmura-t-elle après leur échange scénarisé. Vincent lui serra la main pour la rassurer. « Souviens-toi juste de ce que je t'ai dit. Restez près de Bradley quoi qu'il arrive. » À la fin de la danse, Vincent a remarqué que Diane se dirigeait vers le micro du groupe. Son visage arborait l'expression qu'il connaissait bien. Fausse préoccupation masquant une intention malveillante. Larry Donovan s'était positionné près de la sortie principale tandis que Timothy se tenait près des commandes audiovisuelles, le doigt survolant la clé d'un ordinateur portable. Le piège était sur le point de se tendre, mais pas celui qu'ils avaient prévu. Vincent appuya 2 fois sur la petite télécommande dans sa poche. Dans toute la salle de bal, le personnel de sécurité de la station, tous remplacés par les hommes de Vincent, ont pris leur position.
Les serrures électroniques des portes s'enclenchèrent avec un clic presque imperceptible. Diane a tapoté le microphone pour attirer l'attention. Avant de continuer la célébration, annonça-t-elle, sa voix débordante d'émotions répétées. Il y a quelque chose que tout le monde devrait savoir sur mon mari. Vincent a regardé autour de la pièce les visages de ses soi-disant amis et de sa famille, dont beaucoup avaient été informés à l'avance de ce qui allait arriver. Il l'observait avec une anticipation à peine déguisée, avide du spectacle de sa chute. Il s'autorisa un sourire froid alors que les lumières de la salle de bal s'éteignirent soudainement et que les grands écrans de projection destinés aux photos de mariage s'animèrent, coupant le discours de Diane. Vincent s'avança. « Je crois que tu étais sur le point de raconter une histoire à tout le monde, chérie, dit-il, sa voix traversant la salle désormais silencieuse. Mais j'ai peur que ce soit moi qui fasse la présentation de ce soir. » Les écrans affichaient une seule image. Diane et Larry dans une étreinte intime datant de 3 jours plus tôt. « Vous voyez, » a poursuivi Vincent calmement. Frozen au micro, son discours prévu, son propre discours a été projeté sur les 200 invités, à voir les 200 invités. Une révélation publique sur mon passé. Me laissant humilié et ruiné. Il s'est déplacé au centre de la piste de danse, contrôlant l'espace comme un procureur devant un jury. Au lieu de cela, vous allez être témoin de toute autre chose. La vérité. Avec une autre pression sur sa télécommande, les écrans ont changé pour afficher des messages textes entre Diane et Larry, remontant à des années, détaillant non seulement leur liaison, mais leur complot. Nous devons accéder à ces comptes offshore avant de faire quoi que ce soit. Tim dit qu'il peut accéder à l'ordinateur de son père si nous créons une distraction. Le mariage sera parfait. Toutes les personnes importantes seront là pour assister à sa chute. Des halètements parcoururent le public. Patricia Donovan, la femme de Larry, se leva brusquement, le visage déformé par le choc et la trahison. « Ça suffit !» cria Larry en se dirigeant vers Vincent. « Tu t'embarrasses, Vince ?» Vincent sourit froidement. « Je ne fais que commencer, Larry. Ou devrais-je vous appeler Lawrence Preston, ancien de la SEC, radié du barreau pour avoir accepté des pots de vin? Oui, je sais qui tu es vraiment. » Larry s'arrêta à mi-chemin, son visage perdant toute couleur. « Sécurité. » Vincent a appelé et 2 hommes en costume ont immédiatement flanqué Larry. « Veuillez accompagner M. Donovan jusqu'à la salle de conférence. Nous avons des invités là-bas qui sont très intéressés à discuter de ses activités financières passées. » Alors que Larry était emmené, Vincent reporta son attention sur Diane, qui s'était effondrée sur une chaise. Son visage parfaitement maquillé est désormais rempli de larmes. « Quant à ma bien-aimée épouse, » continua Vincent, « elle était particulièrement préoccupée par mon passé caché, par les secrets que j'avais gardés. » Il regarda directement Diane. « Tu voulais que tout le monde sache qui je suis vraiment. Assurons-nous qu'ils aient une vue d'ensemble. » Les écrans changèrent à nouveau, montrant des photos de Vincent rencontrant des hommes en costume coûteux. « Ce ne sont pas des chefs du crime, » a expliqué Vincent au public stupéfait. « Ce sont des agents fédéraux. Au cours des 15 dernières années, j'ai été informateur confidentiel et consultant pour un groupe de travail sur le crime organisé, aidant à démanteler l'organisation même pour laquelle je travaillais autrefois. » Cette révélation envoya une nouvelle vague de murmures dans la foule. Vincent n'a jamais été qu'un simple homme d'affaires. Il jouait à un jeu beaucoup plus dangereux, qui le mettait constamment en danger. Les comptes offshore que ma femme tenait tant à dévoiler sont gérés par le gouvernement fédéral dans le cadre de mon accord de protection. Les rencontres mystérieuses, les débriefings avec mes handlers. Vincent se dirigea lentement vers Diane, qui recula sur son siège. « Vous vouliez me détruire en utilisant des demi-vérités et des preuves manipulées, » dit-il doucement, même si les microphones portaient sa voix dans toute la pièce. « Vous avez impliqué nos enfants. Vous avez trahi non seulement notre mariage, mais aussi notre famille. » Timothy Harlow était paralysé par les commandes audiovisuelles, l'ordinateur portable toujours ouvert à la présentation qu'il s'était préparé à lancer. Le casier judiciaire de Vincent et les preuves de blanchiment d'argent fabriquées de toutes pièces que Diane avait prévu de révéler. Tim Vincent a appelé son fils sans détourner les yeux de Diane. « Je vous suggère de fermer cet ordinateur portable à moins que vous souhaitiez que tout le monde voie le contenu de vos communications privées avec Caril Holdings. » Tim ferma brusquement l'ordinateur portable, le visage cendré. Pour ceux qui sont venus ici en tant qu'invités innocents, Vincent s'est adressé à nouveau à la salle. « Je m'excuse de vous avoir impliqué dans ce drame familial. Les sorties sont désormais déverrouillées et vous êtes libre de partir. »
Les Foster ont préparé une belle after-party au Sunset Terrace pour ceux qui souhaitent continuer à célébrer l'union de Melissa et Bradley alors que les invités stupéfaits commencèrent à affluer. Vincent fit un signe de tête à Roland Mercier qui s'approcha de Diane. « Madame Harlow, certains représentants légaux aimeraient vous parler de certaines transactions financières effectuées à partir de comptes conjoints sans autorisation appropriée. » Diane leva les yeux vers Vincent, la peur remplaçant sa confiance antérieure. « Qu'avez-vous fait ? Rien comparé à ce que tu comptais me faire. » Vincent répondit doucement. « Ce n'est que le début. » Alors que Roland accompagnait Diane, Melissa s'approcha de son père, sa robe de mariée, un contraste saisissant avec le sombre drame qui se déroulait. « Est-ce que c'était toujours ton plan ?» demanda-t-elle doucement. Vincent posa doucement une main sur son épaule. « Plan B ? En fait, j'avais espéré que nous n'en arriverions pas là. » Ses yeux s'adoucirent légèrement. « Allez rejoindre Bradley. Cette journée devrait toujours être consacrée à votre avenir, pas à la fin du mien et de celui de votre mère. » Alors que Melissa partait à contre-cœur avec son marié déconcerté, Vincent inspectait la salle de bal désormais vide. Les coupes de champagne éparpillées et le gâteau à moitié mangé, témoignage de la célébration qui a tourné au cauchemar. Son téléphone vibrait avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Calibri vous envoie ses salutations. Dette payée en totalité. Après 30 ans, l'appel était enfin arrivé, et Vincent avait répondu en éliminant Larry Donovan, qui était apparemment plus que l'amant de sa femme. Il travaillait pour les anciens ennemis de Vincent, utilisant Diane pour se rapprocher suffisamment de lui et le détruire. Vincent supprima le message et se dirigea vers la salle de conférence où Larry était détenu. La nuit était loin d'être terminée. Chapitre 5. Les profondeurs de la trahison. La salle de conférence du Grand Sonoran Resort avait été transformée en salle d'interrogatoire improvisée. Larry Donovan était assis à la longue table en acajou, taille détendue, la sueur battant sur son front malgré la température fraîche de la pièce. En face de lui étaient assis 2 hommes au visage de pierre, vêtus de costumes sombres, que Vincent avait simplement présentés comme des associés de Chicago. Vincent entra dans la pièce et congédia les agents de sécurité d'un signe de tête. Il s'assit juste en face de Larry, plaçant un épais dossier sur la table entre eux. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour la famille Rossi, Larry ?» demanda Vincent sans préambule. La tentative de confusion de Larry n'était pas convaincante. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Vincent ouvrit le dossier et glissa sur une photo montrant Larry rencontrant Anthony Rossi, le fils de Salvatore Calibri, son rival de longue date. « Les Rossi essaient de me retrouver depuis des décennies, » a poursuivi Vincent dans la conversation. Après que j'ai aidé les autorités fédérales à démanteler les opérations de Calibri, ils ont supposé que je les avais trahis au profit de leurs rivaux ou que j'avais pris quelque chose qui leur appartenait. Ni l'un ni l'autre n'était vrai, mais les Rossi ne sont pas connus pour leur vérification minutieuse des faits. Il fit glisser un autre document sur la table, une vérification complète des antécédents de Lawrence Preston, révélant des liens avec le crime organisé qui remontaient à ses jours à la Security and Exchange Commission. Cela a dû avoir l'air de gagner à la loterie lorsque vous avez découvert qui j'étais vraiment. Vincent réfléchit. Tu as gagné cette manche, Vinny. Ce n'est pas un jeu avec des rondes, Larry. C'est la fin du match. Vincent s'est penché en avant. Je veux connaître toutes les personnes impliquées, qui vous ont aidé, qui attendaient de bénéficier de ma destruction. Pendant l'heure suivante, Larry a tout avoué sous les yeux vigilants des hommes fédéraux se faisant passer pour des truands, une autre couche de la contre-stratégie élaborée de Vincent. Je famille 5 ans plus tôt, après qu'une dette de jeu soit devenue incontrôlable. Ils avaient proposé d'apurer ces dettes en échange d'informations sur l'un de ses clients, Vincent Harlow, qu'ils soupçonnaient d'être Vinny Arkin. Larry avait séduit Diane, la trouvant réceptive en raison de son ressentiment face à la distance émotionnelle de Vincent et à son style parental strict. Ensemble, ils avaient prévu de détruire publiquement Vincent, de permettre au Rossi de l'éliminer et de partager ses actifs considérables. Timothy avait été facilement manipulé. Sa vie passée a rivalisé pour l'approbation de son père, le rendant vulnérable aux histoires en larmes de Diane sur la vraie nature de Vincent et le danger supposé pour la famille. « Et Melissa ?» demanda Vincent, sa voix trahissant pour la première fois son émotion. « Est-ce qu'elle a toujours fait partie de ton plan ?» Larry hocha la tête à contre-cœur. « Nous avions besoin de son mariage comme scène. Les Rossi voulaient que votre humiliation soit publique. Spectaculaire. Ils attendent leur vengeance depuis 30 ans. » Vincent se leva brusquement. « Attendez ici. Vos amis fédéraux ont des documents à signer. »
Il quitta la salle de conférence et traversa le couloir jusqu'à une autre suite où Diane était assise seule, toujours dans sa robe de mère de mariée. Du mascara coulait sur son visage. 30 ans, dit Vincent en entrant. 30 ans que je t'ai donné. J'ai construit une vie pour nous. Fourni tout ce que vous pourriez souhaiter. Vous a protégé d'un passé dont vous ne connaissiez rien. Diane leva les yeux. Son choc antérieur s'est maintenant transformé en défi. M'a-t-il protégé? Tu m'as menti depuis le jour de notre rencontre. Tout notre mariage était fondé sur une fausse identité. J'ai changé mon nom, Diane, pas qui j'étais. Il y a une différence. Tu n'as jamais été présent, Vincent. Toujours travaillé, toujours gardé des secrets, toujours contrôlé tout et tout le monde autour de vous. Vincent rit amèrement. Alors tu as décidé de me détruire, prendre mes enfants, ma réputation, ma vie, pour me livrer à des gens qui me tueraient sans hésiter? Pour la première fois, Diane parut véritablement surprise. Vous tuer? Personne n'allait te tuer? C'était une question d'argent, de liberté de votre emprise sur nous tous. Vincent réalisa avec une froide clarté que Larry avait gardé Diane dans l'ignorance des véritables intentions des Rossi. Elle avait été un pion dans un jeu plus vaste, tout comme elle avait essayé de faire de leurs enfants des pions. Aucun accès aux comptes, propriétés ou actifs. L'accord prénuptial que vous avez signé comporte une clause de moralité dont mes avocats veilleront à ce qu'elle soit appliquée à la lettre. Il plaça un document sur la table entre eux. Il s'agit d'un accord de divorce. Signez-le maintenant et je vous fournirai de quoi recommencer quelque part loin d'ici. Refusez et je veillerai à ce que tous les amis, membres de la famille et connaissances sachent exactement ce que vous avez essayé de faire. Diane regarda le journal, puis revint à son mari depuis près de 3 décennies. Vous préparez ça depuis des mois, n'est-ce pas? J'attends juste que nous agissions pour que vous puissiez lancer votre piège. 6 mois pour être précis. Depuis le jour où je les ai reçus, Vincent a déposé les photos de surveillance originales de Diane et Larry sur la table. Diane les ramassa avec des mains tremblantes. Qui vous a envoyé ça? Quelqu'un qui me devait une faveur depuis longtemps. Quelqu'un qui surveillait les Rossi et remarqua qu'il s'intéressait soudainement à Phoenix. Vincent haussa les épaules. La fidélité fonctionne dans les deux sens, Diane. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Alors que Diane signait à contre-cœur les papiers du divorce, Vincent n'éprouva aucune satisfaction, seulement une creuse confirmation de ce qu'il soupçonnait depuis des mois. La vie qu'il avait bâtie était bâtie sur du sable, et la marée était enfin montée. Chapitre 6. Le point de non-retour. Le lever du soleil dans le désert peignait le ciel dans des tons orange et roses alors que Vincent était assis seul sur le balcon de sa suite d'hôtel, buvant un verre de scotch qu'il avait à peine touché. La nuit avait été longue, remplie de documents juridiques, d'aveux enregistrés et d'arrangements qui allaient modifier de façon permanente le cours de plusieurs vies. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Roland Mercier entra, l'air épuisé mais satisfait. « C'est fait, » dit Roland en prenant place en face de Vincent. Larry Donovan est sous la garde fédérale et échange tout ce qu'il sait sur les opérations Rossi contre une protection. Les agents étaient particulièrement intéressés par les comptes offshore qu'il avait ouverts. Vincent hocha la tête et Diane se dirigea vers l'aéroport avec sa sœur Pamela. Les papiers du divorce ont été déposés auprès de nos avocats. Elle a accepté les conditions, généreuses selon les normes juridiques, mais qui ne représentent qu'une fraction de ce qu'elle espérait accepter. L'expression de Timothy Roland s'assombrit. Il a refusé de vous rencontrer. Il a dit qu'il n'avait rien à dire. Il a vidé son appartement et a dit à ses amis qu'il se dirigeait vers la côte. Vincent a absorbé cela sans réaction visible, même si le caractère définitif du rejet de son fils était plus profond qu'il ne l'admettrait. Et les mariés, Melissa et Bradley, sont partis pour leur lune de miel comme prévu. Elle t'a laissé ça. Roland tendit une enveloppe à Vincent. À l'intérieur se trouvait une simple note. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je ne suis pas sûr de pouvoir pardonner la façon dont tu as fait ça. J'ai besoin de temps. Ne me contactez pas avant que je vous contacte en premier. Amour, Melissa. Vincent remit le billet dans son enveloppe, le visage impassible. Assurez-vous que leur don financier reste intact. Leur fonds fiduciaire aussi. Quoi qu'ils pensent de moi, ils ne devraient pas souffrir financièrement. Roland étudia son vieil ami. Est-ce que ça valait le coup, Vince? Vous avez perdu votre famille. Je les ai perdus au moment où ils ont décidé de me trahir. Vincent but finalement une gorgée de son scotch. Ce que j'ai fait, c'est m'assurer qu'ils ne me détruisaient pas dans le processus. La vérité était plus complexe que ce que Vincent voulait admettre à haute voix. Il savait, dans une certaine mesure,
que sa contre-stratégie mettrait probablement fin à toute chance de réconciliation. Mais face à une destruction totale, personnelle, financière et peut-être physique, il avait choisi la survie plutôt que les liens familiaux. C'était le même calcul qu'il avait fait il y a des décennies en quittant Boston. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Roland. Vincent regardait le paysage désertique, si différent des rues du sud de Boston où il avait grandi. Recommencer. Pendant 30 ans, Vincent a vécu comme un homme divisé, chef d'entreprise et père de famille en apparence, informateur et protecteur en dessous. Il avait tellement compartimenté sa vie qu'aucun des deux côtés ne connaissait vraiment l'autre. Peut-être que cette division avait été la racine de l'aliénation de sa famille, le germe de la trahison. Maintenant, avec la trahison de sa femme révélée, le rejet total de son fils et la confiance de sa fille brisée, ses compartiments s'étaient finalement effondrés. Vincent Arlot et Vinnie Arquin fusionnaient à nouveau pour ne former qu'un seul homme. Plus dur, plus froid, mais paradoxalement plus authentique qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Son téléphone sonna. Un numéro de bloc. Peu de gens possédaient cette ligne privée. « Arlot » répondit-il. « C'est fait » dit la voix bourrue de Salvatore Calibri, désormais âgé, mais toujours autoritaire. « Les Rossi ont été informés que vous restiez sous ma protection. Votre dette est entièrement remboursée 2 fois. Merci. Est-ce ne me remercie pas, Vinnie? Vous avez donné au gouvernement fédéral plus de concurrents que j'aurais pu éliminer en une vie. Nous sommes carrés. » Une pause. « Que vas-tu faire maintenant » Vincent réfléchit à la question pour la 2e fois en quelques minutes. « Je ne suis pas encore sûr, mais je ne regarderai plus par-dessus mon épaule. Cela vaut quelque chose. » Calibri accusa réception avant de raccrocher. Alors que Vincent raccrochait, Roland haussa un sourcil interrogateur. « Le dernier détail, » expliqua Vincent. « Les Rossi ne s'en prendront plus à moi. » Roland hocha la tête. « Alors, vous êtes libre. »« Gratuit » répéta Vincent, testant le mot. Cela semblait étranger à sa langue après des décennies de vigilance. « Je suppose que oui. » Alors que la lumière du matin se renforçait, Vincent prit une décision. Il vendrait son entreprise, liquiderait ses actifs en Arizona et disparaîtrait à nouveau. Non pas par peur cette fois, mais par envie de réinvention. À 52 ans, il a eu le temps de se transformer encore une fois. Il prit son téléphone et composa un numéro rarement utilisé. « Agent Kessler » a-t-il dit lorsque l'appel a été connecté. « Vincent Arlot, je pense qu'il est temps que nous discutions de la fin de notre accord. J'ai rempli ma part de notre marché. » Alors qu'il exposait ses conditions pour mettre fin à son rôle d'informateur, Vincent sentit le poids des décennies commencer à s'alléger. Le prix avait été élevé. Sa famille, son identité, sa vie soigneusement construite. Mais alors que le soleil se levait pleinement sur le désert, il s'autorisa à contempler quelque chose auquel il n'avait pas pensé depuis 30 ans. Un avenir sans secret. Chapitre 7. La suite. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour du mariage de Melissa. Les tabloïds en avaient fini par se lasser du scandale. Passons à des controverses plus fraîches après des semaines de gros titres à sensation sur la vengeance du jour du mariage et la double vie du magnate de la sécurité. Vincent avait résisté à la tempête médiatique avec un stoïcisme caractéristique. Sa déclaration publique est brève et sans excuse. Les affaires familiales doivent rester privées. J'ai demandé du respect pendant cette période difficile. Vincent était assis dans le salon vide de ce qui avait été autrefois la maison familiale, entouré de cartons d'emballage. Le vaste manoir de Paradise Valley serait sur le marché d'ici la fin de la semaine, le dernier de ses liens avec l'Arizona à être rompu. Sa société de conseil en sécurité avait été vendue à une société nationale pour une somme garantissant que Vincent n'aurait plus jamais besoin de travailler. La majeure partie de sa richesse avait été convertie en actifs impossibles à retrouver ou à saisir, une habitude de son ancienne vie qui s'était avérée difficile à briser. La sonnette retentit, résonnant dans la maison à moitié vide. Vincent a vérifié la caméra de sécurité sur son téléphone avant de se diriger vers la porte. Timothy se tenait sur le pas de la porte, plus mince que dans le souvenir de Vincent, son expression étant un mélange de défi et d'incertitude. « Je n'étais pas sûr que tu serais toujours là », dit Tim alors que Vincent ouvrait la porte. En partant vendredi, Vincent a répondu en s'écartant pour laisser entrer son fils. « Pourquoi es-tu ici, Tim ?» Timothy entra dans le hall, les mains enfoncées dans les poches. « J'avais besoin de comprendre. »« Comprendre quoi? Pourquoi tu l'as fait comme tu l'as fait? Pourquoi tu ne pouvais pas confronter maman et divorcer comme une personne normale? »
Pourquoi avez-vous dû détruire tout le monde si complètement? Vincent conduisit Tim à la cuisine, la seule pièce encore entièrement fonctionnelle, et lui versa 2 tasses de café. M'aurais-tu cru si je t'avais dit ce que ta mère et Larry préparaient? Demanda Vincent. Ou l'auriez-vous rejeté comme de la paranoïa, de la manipulation? Timothy regarda son café. Je ne sais pas. C'est pourquoi. Vincent but une gorgée de sa tasse. Tu es allé trop loin, Tim. Il t'avait empoisonné contre moi pendant des années. L'épreuve était le seul langage que vous compreniez. Tu as humilié maman devant toutes les personnes que nous connaissons. Elle avait prévu pire pour moi. Tu as ruiné la vie de Larry. Il travaillait pour des gens qui voulaient ma mort. Timothy a claqué sa tasse. Le café coule sur le bord. C'est ça le problème, papa. Chaque justification, chaque explication, tout dépend de vous. Votre réputation, votre sécurité, votre vengeance. Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences de votre grand projet sur Mélissa? Pour moi, l'expression de Vincent restait impassible, mais quelque chose brillait dans ses yeux. Je vous ai donné le choix, à tous les deux. Mélissa est venue vers moi. Vous ne l'avez pas fait. Parce que j'avais peur de toi. La voix de Timothy était brisée par l'émotion. J'ai toujours eu peur de toi, papa. Vos attentes, votre jugement, votre froid calcul. Maman m'a peut-être manipulé, mais elle n'avait pas tort surtout. Vous avez toujours été 2 personnes différentes. Le père que vous prétendiez être et celui que vous êtes vraiment. Pendant plusieurs instants, le seul bruit fut celui de l'horloge de la cuisine. Vincent étudia le visage de son fils, voyant des traces de lui-même dans la mâchoire têtue de Tim. Vous avez raison, finit par admettre Vincent, les surprenant tous les deux. J'ai vécu une vie compartimentée. J'ai gardé des secrets que je n'aurais pas dû garder. Pas seulement à propos de mon passé, mais à propos de qui je suis vraiment. Cette distance a créé des opportunités pour que les autres vous retournent contre moi. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le paysage désertique. Mais comprends quelque chose, Tim. Tout ce que j'ai fait, depuis mon départ de Boston jusqu'à la construction de cette vie, c'était pour protéger cette famille. Quand cette famille s'est retournée contre moi, je me suis protégé. C'est ce que je suis au fond. Je survis à tout prix. Oui, dit simplement Vincent. À tout prix. Timothy a absorbé cela. Sa colère cède la place à un chagrin compliqué. Le père qu'il avait à la fois craint et dont il avait imploré l'approbation reconnaissait la vérité. Son amour avait toujours été conditionnel. Sa protection ne s'étendait que jusqu'à la loyauté. Je ne peux pas te pardonner, dit finalement Timothy. Je ne demande pas pardon. Vincent se retourna pour faire face à son fils, mais je vous propose le choix. Il y a un fonds en fiducie à votre nom. C'est suffisamment important pour commencer la vie que vous voulez, où vous voulez. Vous pouvez y accéder sur une seule condition. Quelle condition? Que vous ne contactez plus jamais votre mère ou Larry Donovan. Leur chapitre de nos vies est terminé en permanence. Timothy regarda son père avec incrédulité. Vous le faites toujours. Toujours contrôlant, manipulant toujours, punissant toujours. Je t'offre la liberté, Tim. Liberté financière. Liberté du passé. Prenez-le ou laissez-le, mais ne le confondez pas avec le contrôle. C'est la dernière offre que je vous ferai jamais. Pendant un moment, Timothy avait l'air de se déchaîner. Physiquement. Au lieu de cela, il rit, un son amer et creux. Vous savez quelle est la pire partie? Une partie de moi veut toujours votre approbation, même maintenant. C'est à quel point vous étiez efficace pour vous faire le centre de notre univers. Il se leva et se dirigea vers la porte. Gardez votre argent, papa. Je vais faire mon propre chemin. Alors que Timothy atteignit la porte, Vincent l'appelait. Elle vous utilisait, Tim. Dès le début, les preuves sont toutes là si vous voulez la voir. Timothy s'arrêta mais ne s'est pas retourné. Peut-être qu'elle l'était, mais au moins elle m'a fait sentir aimé en le faisant. Après le départ de son fils, Vincent est retourné à son emballage, enroulant méthodiquement des lunettes de cristal dans le journal et les plaçant dans des boîtes. Son téléphone a sonné, un numéro qu'il a reconnu. Oui, répondit-il. Monsieur Harlow, c'est l'agent Kessler. Nous avons fini de traiter votre sortie du programme. Votre nouveau document sera livré demain comme demandé. Merci, l'agent Kessler. Il y a encore une chose. Nous avons reçu des renseignements que Timothy Harlow a rencontré Patricia Donovan hier. Vincent S. en a été toujours sur le verre. Il pensait que la femme de Larry ne devait pas. Appelé, Vincent a déposé le verre et a retiré son ordinateur portable. Leur réunion était de guérir, pas de vengeance. Le jour du mariage,
Vincent a ressenti quelque chose semblable au regret. Pas pour exposer la trahison, mais pour les dommages collatéraux, sa méthode avait causé à des parties innocentes comme Patricia. Il a fermé l'ordinateur portable et a repris son emballage. Le regret était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Pas quand il y en avait encore un de plus et de s'attacher. Chapitre 8. La confrontation finale. La salle privée de Chandler Steakhouse était faiblement éclairée, offrant la vie privée que Vincent requise pour ce qui serait probablement sa dernière réunion à Phoenix. Il est arrivé tôt, sélectionnant un siège qui lui a donné une vue claire de la porte et de la sortie d'urgence. De vieilles habitudes qu'il avait maintenues en vie pendant des décennies. Diane est arrivée précisément à l'heure. Son apparence nettement différente de la mondaine polie qu'elle avait été il y a 3 mois. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une tenue simple et discrète. Ses bijoux minimaux, ses cheveux autrefois parfaits montrant des mèches de gris qu'elle avait auparavant colorées religieusement. Vincent reconnaissait elle de manière raide alors qu'elle prenait un siège en face de lui. « Diane, merci d'être venue. » Il a fait un geste vers le serveur, qui a apporté le vin qu'il avait précommandé, un cabernet qu'ils avaient partagé sur les anniversaires. « Je ne veux pas de ton vin, » dit froidement Diane. « Allons au point. Votre avocat a dit que vous deviez discuter d'une dernière affaire avant la finalisation du divorce. » Vincent a rejeté le serveur avec un signe de tête. « Comment vous installez-vous à Santa Fe ?» La surprise de Diane était évidente. « Tu m'as surveillé. Il suffit de s'assurer que les termes de notre accord sont honorés. Vous êtes resté loin de Larry, de Timothy, de la presse. J'apprécie cela. Je ne l'ai pas fait pour toi. » Diane claqua. « Je l'ai fait parce que je veux ce cauchemar avec. Je veux passer à autre chose avec la vie que je peux sauver de l'épave que vous avez créée. » Vincent lui a permis l'illusion que lui seul était responsable de leur situation actuelle. « Je vous ai demandé ici parce que j'ai reçu des informations qui vous concernent. Informations que je pensais que vous devriez avoir avant de quitter l'Arizona en permanence. » Il a glissé un dossier sur la table. Diane hésita avant de l'ouvrir comme si elle s'attendait à une autre bombe qui dévasterait encore son monde. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux appartenant à Larry Donovan. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a demandé à la confusion de remplacer l'hostilité. Larry a été diagnostiqué avec une Alzheimer à début de 18 mois, a expliqué Vincent. Il l'a caché à tout le monde, y compris vous. Le déclin cognitif serait devenu perceptible dans 1 an ou 2. Diane scanna les documents, sa main tremblant légèrement. « Pourquoi me montrez-vous cela ? Parce que vous devez savoir que sa trahison n'était pas seulement une question d'argent ou de vengeance. » Il était désespéré, Diane. Face à un avenir de détérioration mentale sans filet de sécurité financière, la voix de Vincent est restée neutre, clinique, les Rossi lui ont offert une issue. Éliminez-moi, partagez mes actifs, obtenez ses soins futurs. Et moi, étais-je juste pratique? Au début, probablement. Mais les enregistrements suggèrent qu'il a développé de véritables sentiments pour vous. Vincent s'arrêta. Aussi authentique que quelqu'un comme Larry était capable. Quoi qu'il en soit, Diane a fermé le dossier, son sang-froid craquant. Pourquoi me dire ça maintenant? Pour tordre le couteau? Pour m'assurer de savoir à quel point j'ai été complètement dupe? Non, dit Vincent, se surprenant avec la vérité de sa réponse. Pour vous donner un contexte, pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé. Nous étions ensemble depuis près de 30 ans, Diane. Vous méritez autant en moi. Des larmes ont moulé dans les yeux de Diane. 30 ans. Est-ce que tout cela signifiait quelque chose pour vous, Vincent? Est-ce que tout cela était réel? Vincent a soigneusement examiné la question. Oui, dit-il finalement. C'était réel. Compartimenté, incomplet, mais réel. Je t'aimais, Diane. J'ai construit une vie avec toi. Je ne vous ai jamais fait confiance avec moi, et je ne vous ai jamais connu du tout, a chuchoté Diane. Pas vraiment. Personne ne l'a fait. C'était le but. Ils se sont assis en silence. 2 personnes qui avaient partagé un lit, élevé des enfants et ont construit une vie ensemble. Maintenant, des étrangers liés uniquement par des documents juridiques et des souvenirs douloureux. Je quitte le pays la semaine prochaine, a déclaré Vincent. Finalement, le divorce sera finalisé avant cela. C'est au revoir, Diane. Diane a étudié son visage, à la recherche de quelque chose. Regrette peut-être, ou un soupçon de l'homme qu'elle avait épousé. Vous ne me pardonnerez pas, n'est-ce pas? Jamais. Non, a confirmé Vincent. Je ne le ferai pas, même en connaissant l'état de Larry, même en comprenant pourquoi cela s'est produit. Comprendre pourquoi une trahison s'est produite ne nie pas la trahison elle-même. Les yeux de Vincent se durcissent.
Vous avez fait votre choix, Diane. Vous avez choisi Larry. Vous avez choisi de me détruire plutôt que de me quitter honnêtement. Vous avez impliqué nos enfants dans votre plan. Certaines lignes, une fois croisées, ne peuvent pas être coiffées. Diane hocha lentement la tête, acceptant la finalité de son jugement. Où iras-tu? Mieux vaut ne pas savoir. Elle rassembla son sac et se leva. J'espère que vous trouverez la paix, Vincent. Mais je doute que vous le fassiez. Pas avec des murs aussi hauts autour de votre cœur. Alors qu'elle se déplaçait pour partir, Vincent l'appelait doucement. Diane, elle s'arrêta. Les enregistrements vous exonèrent de toute connaissance de l'implication de Rossi. Les agents fédéraux savent que vous ne faites pas partie de cet aspect de la conspiration. La surprise clignote sur son visage. Vous n'aviez pas à faire ça. Non, a reconnu Vincent. Je ne l'ai pas fait. C'était une petite miséricorde. Peut-être son dernier acte en tant qu'homme qui avait été Vincent Harlow, père de famille. Après son départ, il a payé la facture et est sorti dans la soirée de l'Arizona, ressentant le poids de la finalité à chaque étape. Son téléphone a vibré avec un SMS. Mélissa, je suis prêt à parler demain, à 10 heures, le jardin botanique. Vincent a tapé une réponse simple. Je serai là. Une dernière conversation avant son départ. Une dernière chance de s'expliquer au seul membre de la famille qui lui avait donné le bénéfice du doute. Qu'il suffirait de récupérer toute relation à avoir. Alors qu'il retournait dans sa maison presque vide, Vincent s'est permis de contempler le coût de sa vengeance. Il s'était protégé, oui, assuré que sa survie, maintenait sa liberté, garantissait son avenir financier. Mais il avait perdu la famille qu'il avait passé des décennies à construire, à révéler des vérités qui ne pouvaient jamais être des apprentissages et des ponts brûlés qui ne pourraient jamais être reconstruits. Pour un homme qui avait passé sa vie à calculer les risques et les rendements, l'équation semblait soudainement en termes déséquilibrés. Chapitre 9. Le nouveau départ. Le jardin botanique du désert était vivant avec les visiteurs, les touristes et les habitants tôt le matin errant parmi les collections soigneusement organisées de cactus et de fleurs du désert. Vincent est arrivé 15 minutes plus tôt, sélectionnant un banc avec une vue claire de l'entrée. Sa dernière réunion sur le sol américain a lancé plus d'anxiété qu'il ne le ferait. Mélissa est apparue précisément à 10 ans, portant des lunettes de soleil malgré la journée nuageuse, son rythme mesuré à l'approche. Elle s'assit à côté de lui, maintenant une distance prudente. « Merci d'être venu » a déclaré Vincent. « Je ne l'ai presque pas fait » a admis Mélissa, retirant ses lunettes de soleil. Ses yeux, comme les siens, étaient fatigués mais résolus. Mais j'avais des questions qui ont besoin de réponses. Demandez-leur. Elle se tourna pour lui faire face directement. Saviez-vous ce qui se passerait? Saviez-vous exactement comment tout cela se déroulerait? Vincent a envisagé de mentir, offrant une demi-masse réconfortante, mais quelque chose dans l'expression de sa fille l'a arrêté. Elle méritait l'honnêteté, une honnêteté complète, même si c'était inconfortable. Je connaissais les larges coups, a-t-il reconnu. Je savais que ta mère et Larry essaieraient de m'exposer au mariage. Je savais qu'ils l'avaient impliqué. Je soupçonnais qu'ils avaient essayé de t'impliquer également. Le reste, a-t-il haussé les épaules. J'ai créé des contingences pour plusieurs scénarios. La séquence exacte s'est déroulée en fonction de leurs actions, pas seulement de mes plans. Mélissa hocha la tête, absorbant cela. Et maintenant, la vie de maman est détruite. Tu ne parleras à personne. Larry est confronté à la prison. Cela en valait-il la peine? Ils ont conspiré pour me détruire. Mélissa, pour prendre tout ce que j'ai passé 30 ans à construire, pour m'exposer à des gens qui me voulaient mort. La voix de Vincent est restée calme, mais ses yeux clignotaient avec l'intensité froide qu'elle avait entrevue le jour du mariage. Que m'auriez-vous fait faire? Tourner l'autre jour? Laissez-les gagner. Vous auriez pu le gérer en privé. Canaux juridiques, divorce tranquille, confrontation privée. Ce n'était pas une option. Pas avec ce qu'ils prévoyaient. Ils se sont silencieux, regardant un colibri se retourner entre les fleurs du désert. J'ai passé 3 mois à essayer de te comprendre, papa. Mélissa a finalement dit, essayant de concilier le père qui m'a appris à faire du vélo avec l'homme qui a orchestré une vengeance si froide et calculée. Et j'ai réalisé quelque chose. Ils sont la même personne. Vous avez toujours été méthodique, toujours à 10 étapes d'avance, toujours en contrôle. Elle se tourna vers lui. La différence est que pour la première fois, j'ai vu ce qui se passe lorsque quelqu'un menace ce que vous appréciez. Vincent a ressenti une vague de fierté inattendue face à la perspicacité de sa fille. La plupart des gens vont toute leur vie sans voir les capacités les plus sombres de ceux qui les plus proches.
Je suis désolé que vous ayez dû voir le mien. Êtes-vous désolé? Je veux dire, Vincent a soigneusement examiné la question. Je suis désolé pour la douleur que cela vous a causée. Je suis désolé que le jour de votre mariage soit devenu un champ de bataille. Je suis désolé que vous ayez perdu l'illusion d'une famille fonctionnelle. Il fit une pause. Mais suis-je désolé pour ce que j'ai fait à ceux qui m'ont trahi? Non, je ne le suis pas. Mélissa hocha la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. J'ai reçu votre lettre sur le fond en fiducie, la Chambre du Colorado, l'arrangement avec vos avocats. C'est tout le vôtre, pas de chaînes attachées, contrairement à ce que j'ai offert à Tim. L'expression de Vincent s'est légèrement adoucie. Tu es venu vers moi en premier, Mélissa. Vous m'avez donné la chance d'expliquer. Cela signifie tout pour moi. Je ne l'ai pas fait pour une récompense. Je sais. C'est pourquoi vous en méritez un. Mélissa a étudié le visage de son père. Où irez-vous maintenant? Mieux vaut ne pas connaître les détails. Mais je serai à l'aise et je serai en sécurité. Il a hésité avant d'ajouter. Il y aura un moyen de me contacter par le biais de mes avocats si vous en avez besoin. Vincent se laissa un petit sourire. Considérez-le comme une retraite. Des vacances permanentes dans un endroit chaud sans regarder par-dessus mon épaule. Pas de vie compartimentée. Mélissa a tendu la main impulsivement et a pris sa main. Le premier contact physique entre eux depuis le jour du mariage. Tu seras heureux, papa? La question l'a pris au dépourvu. Le bonheur n'avait jamais été sa principale préoccupation. La sécurité, le contrôle et le respect avaient toujours pris la priorité. Je serai content, dit-il enfin. C'est assez. Ils se sont assis ensemble pendant que la matinée se réchauffait autour d'eux. Le père et la fille connectés par du sang partagé et des secrets partagés, séparés par des calculs moraux, aucun ne pouvait entièrement combler. « J'ai quelque chose pour toi », a déclaré Vincent. Finalement, atteignant sa veste, il a retiré une petite clé ornée. Cela ouvre un coffre-fort au Premier National. À l'intérieur se trouve une lettre expliquant tout. Mon passé complet, la vérité complète sur ce qui s'est passé avec ta mère. Et Larry. Tout cela. Lisez-le ou non. C'est votre choix. Mélissa a pris la clé, la retournant dans ses doigts. Pourquoi ne pas me dire maintenant? Parce que certaines vérités ont besoin de temps et de distance pour être correctement comprises. Et parce qu'il a hésité, parce que je veux que vous ayez le choix de savoir ou de ne pas savoir. C'est un choix que je n'ai jamais donné à ta mère. C'était aussi proche d'une admission de regret que Vincent se permettait. Alors qu'il se préparait à se séparer, Mélissa a posé une dernière question. Pensez-vous que les gens peuvent changer? Papa? Vraiment changer? Vincent pensa à l'homme qu'il avait été comme Vinnie Arquin. L'homme qu'il était devenu Vincent Harlow et l'homme qu'il deviendrait ensuite. Chaque version portant le noyau essentiel de qui il était tout en s'adaptant à de nouvelles circonstances. Les gens ne changent pas leur nature, dit-il attentivement. Mais ils peuvent changer la façon dont ils le canalisent, comment ils le dirigent. Il a rencontré le regard de sa fille. Je serai toujours quelqu'un qui protège ce qui est le mien, qui punit la trahison, qui prévoit 10 étapes d'avance. Mais je peux peut-être apprendre à construire moins de murs, à faire confiance un peu plus sélectivement plutôt que pas du tout. Ce n'était pas une promesse de transformation, mais c'était une reconnaissance de la possibilité pour Vincent Harlow, un homme qui avait passé des décennies à gérer les certitudes et les absolus. Il représentait une concession significative. Mélissa semblait comprendre. Elle se pencha en avant et embrassa sa joue. « Au revoir, papa. Soyez bien, qui que vous devenez ensuite. » Vincent la regarda s'éloigner, portant la clé des secrets qu'il avait gardés toute une vie. Le choix d'accéder à ces secrets serait le sien seul. La première étape pour briser le cycle de contrôle et de dissimulation qui avait défini leur famille. 3 jours plus tard, Vincent Harlow a officiellement cessé d'exister. L'homme qui est monté à bord d'un avion privé à destination d'un pays non exclusif portait une documentation impeccable l'identifiant comme Michael Sullivan, consultant en investissement à la retraite et veuf. Sa richesse considérable avait été distribuée parmi des comptes introuvables. Les avoirs offshore et les actifs physiques fixés à plusieurs endroits. Alors que l'avion s'éloignait du sol américain, il regarda le paysage de Phoenix en repris en dessous de lui. La ville où il avait construit une vie, élevé une famille, et finalement, orchestré leur destruction devenait un grain au loin, tout comme Boston avait 30 ans plus tôt. Il n'a ressenti aucun regret, pas de seconde pensée. Ceux qui avaient comploté contre lui avaient reçu exactement ce qu'ils méritaient. Sa fille avait reçu les outils pour le comprendre si elle choisissait de les utiliser. Son fils avait fait son choix, tout comme Vincent avait fait le sien.
Le préposé de la cabine s'est approché avec un verre de champagne. Pour les nouveaux débuts, Monsieur Sullivan. Il a accepté le verre avec un petit sourire. Au nouveau début. Alors que l'avion montait vers l'est vers son avenir, Vincent, maintenant Michael, s'est permis de contempler la possibilité que Melissa ait élevée, non pas de changement fondamental, mais d'évolution, de diriger son esprit calculant et de la nature impitoyable vers différentes extrémités, de construire une vie basée non sur la compartimentation et les secrets, mais sur une authenticité soigneusement organisée. Il a été décidé d'une hypothèse qui mérite d'être testée à tout moment. C'est là que notre histoire touche à sa fin.